Retour à question d'actualité sur les ondes de la Radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Le dernier entretien fleuve en anglais entre Pierre Poilièvre, chef des conservateurs fédéraux, et le psychologue Jordan Peterson a fait réagir. On y entendait et on y voyait également un politicien au fait des grands dossiers et qui ne manquait pas une occasion de décocher des flèches aux libéraux de Justin Trudeau. En revanche, les références au Québec au cours des quelques 100 minutes de la conversation étaient presque inexistantes. Doit-on s'en inquiéter ou, au contraire, n'y voir que la marque d'un conservatisme soucieux de bon sens, de saine gestion, certes, mais pas d'identité ni de culture? J'en parle avec Philippe Lorange, doctorant en sociologie à l'UQAM. Bonjour Philippe. Bonjour. Oui, c'est intéressant de voir le rapport entre Pierre Poilièvre et le Québec. Bon, un francophone, évidemment, quoique son anglais est 1000 fois meilleur que son français, mais au moins il parle français. Et il a été élevé en Saskatchewan, si je me souviens bien, en tout cas dans les prairies. Et il est assez agressif quand il picosse sur les libéraux. Il le fait de façon très, 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 comment dirais-je, très convaincante. Et il dit qu'il y a une poule qui plante son bec tout le temps. Et on aurait tendance à lui donner le bon Dieu sans confession parce qu'il porte un nom francophone. Il veut maintenir Radio-Canada, mais couper CBC. Donc tout ça, ça plaît dans sa faveur. Un sondage léger récent lui le donnait dépassant Justin Trudeau comme meilleur premier ministre aux yeux des Québécois. Malgré tout cela, peut-on dire qu'il y a un amour naissant entre les deux ou quoi? Bonne question. Pas entre Trudeau et Poilièvre, mais entre Poilièvre et le Québec, pardonnez-moi. Bonne question. Mais en fait, concernant la question de savoir qui serait le meilleur premier ministre, je ne suis pas surpris que Poilièvre soit premier au Québec, c'est-à-dire que Justin Trudeau est là a été là pendant 9 ans. A beaucoup endetté le pays, donc c'est pas difficile pour les Québécois de dire que ce n'est pas lui le meilleur. Mais ce serait vous ou moi, on serait vu comme le meilleur que Justin Trudeau. Oui, c'est ça. Je pense que ça, n'importe qui serait le meilleur, en fait. Et ça peut pas être le chef du Bloc québécois, comme on sait, qui va toujours rester dans l'opposition. Donc c'est pas surprenant que ce soit lui qui soit premier. Après, ça veut pas nécessairement révéler un grand amour des Québécois pour Pierre Poilièvre, excepté évidemment dans la région de la capitale nationale et de la Beauce, où les conservateurs ont souvent plusieurs députés et vont probablement en avoir, encore une fois, plusieurs. Alors justement, oui, pardonnez-moi, Philippe Lorange. Finissez votre phrase, j'ai une question à vous poser. Je voulais juste dire, dans le reste du Québec, les conservateurs ne performent pas énormément. Ce qu'on voit, par exemple, pour le moment, c'est que là, il y a une telle dégringolade des libéraux, un tel désamour, que même parfois certains châteaux forts pourraient tomber dans les mains des conservateurs ou du Bloc québécois. Je pense à Ville-Mont-Royal, qui pourrait quasiment virer conservateur. Donc, on voit que, je pense que c'est surtout un désamour des libéraux qui se passe en ce moment. Oui, il y a déjà eu 3 partiels où les châteaux forts libéraux sont tombés, ou 2 ou 3 sont tombés, en tout cas à Vancouver, Toronto, à Montréal. Oui, ma question, oui. Vous disiez que les conservateurs sont assez populaires dans la région de la capitale nationale et dans la Beauce. La Beauce, on ne s'étonne pas. Ce sont des entrepreneurs assez fiers et assez autonomes face à l'État. C'est un peu les Albertains du Québec, si j'ose dire. La capitale nationale, c'est moins de l'entrepreneuriat, c'est de la fonction publique en grande partie. Bon, il y a certaines industries aussi, mais je m'explique moins cet amour de la ville de Québec ou de la région de la capitale nationale pour les conservateurs. Eh bien, parfois on dit oui, c'est des fonctionnaires, mais parfois on dit c'est divisé en deux, la ville de Québec. Donc, il y aurait la haute ville et la basse ville. Oui. Et donc, comme on sait, les fonctionnaires ont une certaine mentalité, mais il y a également toute la vieille ville de Québec, si on veut, qui a plus des valeurs conservatrices ou libertariennes. Et c'est ce qui peut expliquer ce plus grand amour pour le Parti conservateur. Mais c'est quand même une région sur laquelle, comme on m'avait déjà dit, on peut pas vraiment se fier à eux. Parce qu'ils vont à la fois voter pour le Parti québécois, par exemple, dans Jean Talon, comme on l'a vu dans la partielle il y a un peu plus d'1 an. Oui. Mais il y a d'autres comtés qui vont voter Québec solidaire. Donc, ça peut beaucoup varier d'une élection à l'autre. C'est une région qui peut beaucoup se faire surprendre, mais qui a toujours eu une tendance conservatrice et qui va nécessairement se refléter dans la prochaine élection. Maintenant, ce qui peut être dommageable, je crois, pour le mouvement indépendantiste, par exemple, c'est que, justement, le mouvement indépendantiste a besoin de la région de Québec pour réussir. Et si Poilièvre passe à la prochaine élection, ce qui est assez probable, eh bien, peut-être que cette région-là va se dire on préfère rester dans le Canada parce que, Poilièvre est là au pouvoir, ça se passe plutôt bien, ça concorde avec nos valeurs, finalement. Oui, parce qu'il est entendu que le PQ ne fera pas, dans l'ouest de Montréal, ne récoltera pas grand-chose. Dans l'est, un peu plus, sans doute. C'est surtout en région que le Parti québécois remporte la timbale.
Et donc, mais vous ne pensez pas que les gens de Québec qui voteraient pour Poilièvre voteraient également pour Paul Saint-Pierre Plamondon? Vous me parlez de gens contradictoires à quelques égards. Oui, ça pourrait être tout à fait les deux. Puis d'ailleurs, à l'époque de René Lévesque, les Québécois votaient à la fois pour le Parti québécois au provincial et pour Pierre Trudeau au fédéral. Donc, ça, voilà. C'est pour ça qu'on avait sorti la phrase comme quoi les Québécois veulent un Québec fort, un pays québécois dans un Canada uni. Donc c'est comme si ça fait partie des grandes contradictions d'un peuple comme le Québec, qui est une société colonisée, c'est-à-dire une société qui est un peu perdue, déboussolée, et qui a des réactions contradictoires. Donc, en effet, la région de Québec peut tout à fait voter Parti québécois au provincial et Parti conservateur au fédéral, et trouver une forme de cohérence là-dedans, même si à première vue, il n'y en a pas nécessairement. C'est pour ça qu'il y a un grand nom qui marche très bien, c'est Ninon Ouimet. Vous savez. Oui, c'est ça. Quelqu'un avait fait ce jeu de mots quelque part. On a trouvé la directrice de la campagne référendaire qui s'appelait Ninon Ouimet. Alors, revenons à Poilièvre, Philippe Lorange, Pierre Poilièvre. Bon, lui, il en a marre des flaflas, des effets de manche, des promesses, des larmichettes de Trudeau, toutes sortes de promesses non tenues des libéraux. Et lui, il veut revenir, comment dire en anglais, brass tacks, au gros bon sens, aux données fondamentales de la vie économique. $1, c'est $1, puis on n'y est pas que la POC, et puis voilà, ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, et qu'est-ce que les Québécois en penseraient? Ben, du moins, c'est payant chez les jeunes, parce que le Parti conservateur du Canada, si je me souviens bien, dans un dernier sondage, sont premiers chez les jeunes Québécois, alors que c'est le Bloc québécois qui se retrouve dernier chez les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que je pense que c'est une stratégie de gros bon sens, mais pas nécessairement de gros bon sens, mais du moins de revenir à des choses essentielles. Ça fonctionne. Pourquoi? Parce que les jeunes, que veulent-ils? Ils veulent que leur logement soit abordable. Ils veulent un jour s'acheter une première maison. Et puis, peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui en ont marre un peu des folies woke. Donc, à un moment donné, c'est un homme comme Poilievre qui dit, regardez, moi, je suis un conservateur, donc il va y avoir une gestion des finances qui va être beaucoup plus saine, plus restrictive. Je vais m'assurer que les nouvelles générations puissent avoir accès à la première propriété, que les logements soient plus abordables. Et donc, ça, c'est sûr que ça rejoint beaucoup les jeunes parce que, comme on sait, vous connaissez la pyramide de Maslow, évidemment, ben, les gens s'intéressent d'abord aux besoins de base. Donc, si on ne peut plus se loger, avoir un toit sur la tête, ben, c'est quand même la première chose qui nous vient à l'esprit. Et donc, c'est pas surprenant que le Parti conservateur performe chez les jeunes, alors que je rappellerai que le Bloc québécois avait empêché que Justin Trudeau tombe l'automne dernier en disant faut défendre les pensions des vieux. On disait c'est inhumain de ne pas défendre les nouvelles pensions des vieux. Alors, on voit que la stratégie du Bloc québécois se fonde beaucoup sur les tranches plus âgées de la population. Là, Philippe Laurent, je sens que vous allez voter conservateur. Vous ne dites pas les gens du troisième âge ou les aînés, vous dites les vieux. Ah oui? Libéral, vous aurez tout de suite cloué au pirogue, j'allais dire, au pilori, pardonnez-moi. On vous aurait cloué au pilori pour manquement à la décence, pour insulte, injure, discrimination, que sais-je, insensibilité. Pour moi, c'est pas un défaut, hein. Ouais, vous en tirez comme ça avec une jolie boutade, mais bon... On dit pas les personnes en situation de jeunesse. On dit jamais ce genre d'expression-là. Bon, arrêtez là, vous patinez. Mais en tout cas, je sens un genre de conservateur chez vous, mais peu importe, on va continuer l'entrevue. Donc, les jeunes veulent une première maison, le coût de la vie les préoccupe, les folies diversitaires et tout ça, ils en ont marre, etc. On peut les comprendre aussi. Le loyer, on a vu que le tribunal du logement, administratif du logement, a recommandé un pourcentage d'augmentation d'autour de 7% cette année, ce qui est gigantesque. Oui, en fait, c'est de près de 6%. Cela dit, comme je disais hier, c'est pas nécessairement représentatif parce que, en fait, dans plusieurs situations, ça peut être bien plus important que ça, l'augmentation. Oui. Donc, c'est simplement comme une référence commune. Donc, mais quand même, près de 6%, c'est quand même énorme. Et pour un logement moyen, on nous disait que on est dans les plus de 700 $ par année. Donc, c'est quand même c'est gigantesque. Là, si on a un logement de 1000 $ de loyer, il va devenir à 1060 par mois. Donc, c'est vraiment gigantesque. Et on sait très bien que la raison à ça, c'est tout simplement que la demande a explosé. Même si Québec solidaire et d'autres partis du même type essaient de nous faire croire que c'est simplement les propriétaires qui sont méchants, que c'est les Airbnb, les nouveaux règlements. Mais dans les faits, c'est que la demande a explosé. Je rappellerai que... Les deux partis ont raison quand même. Je veux dire, oui, il y a beaucoup de Airbnb, il y a beaucoup de logements qu'on préfère louer comme ça. C'est encore plus lucratif.
Oui, mais les Airbnb sont pas si nombreux que ça. Je pense qu'il y a quand même Vous une pensez? exagération parce que quand on regarde, par exemple, les Airbnb, ça représente quelques milliers à Montréal, alors que, par exemple, en l'été 2022, on avait 300 000 immigrants temporaires au Québec et à l'été Oui, 2024, on était rendu à 600 000 immigrants temporaires. Donc, on c'est avait vrai. doublé ça en seulement 2 ans. Mais les Oui, 300 000 nouvelles personnes qui sont arrivées en 2 ans, c'est 300 000 personnes qui veulent un logement, qui veulent un absolument. jour s'acheter une maison. Donc, ça vient exploser la demande. Et Mhm. le Parti conservateur, comme je l'ai noté plusieurs fois, eh bien, quand on lit, par exemple, leur énoncé politique et leurs propositions, ils veulent pas nécessairement tant diminuer l'immigration ou tant mieux resserrer l'immigration. Les seuls moments Mhm. où ils veulent resserrer l'immigration, par exemple, c'est sur les étudiants étrangers et les permis temporaires. Mais Oui. sur bon nombre d'autres questions, le Parti conservateur est quasiment presque plus pro-immigration que le Parti libéral. Oui, plus il y a de monde qui va travailler, enfin, l'idée est de les intégrer intelligemment et de ne pas faire venir une avalanche d'immigrants comme ça d'un coup. Euh, alors justement, énoncé politique, vous dites, bon, après, ils sont presque davantage pro-immigration que le Parti libéral du Canada. Et je veux bien, sauf que on a l'impression d'avoir des gens euh, qui gèrent. Dieu sait que j'ai horreur de la vision des libéraux, ce qu'elle est devenue sous Justin Trudeau en tout cas. Mais les conservateurs, bon, ils vont mettre un peu ils vont faire le nettoyage dans les écuries d'Augias, s'il était temps. Mais comment dirais-je, identité, vision politique, projection à l'international, je suis sur ma faim, moi. Ben, je peux tout à fait comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, si on revient à la question de l'immigration comme telle, sur la Oui, question de oui, l'identité, ben, oui. le Parti conservateur ne comprend pas la raison pourquoi le Québec veut resserrer l'immigration pour des raisons identitaires. C'est-à-dire Oui. qu'il nous dit, on veut davantage d'immigration sur le plan économique, parce qu'il y aurait des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Or, Mhm. il a déjà démontré, je rappellerai, il y a quasiment une quinzaine d'années par Benoît Dubreuil et Guillaume Marois. Donc, Guillaume Marois qui est Mhm. démographe, Benoît Dubreuil qui est philosophe et qui est aujourd'hui le commissaire de la langue française du Québec. Dans Le Remède imaginaire, un livre publié en 2011 chez Boréal, ils avaient montré que l'immigration ne peut pas être une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Ils avaient donc démontré ça Mhm. scientifiquement. Et depuis, il y a quand même toujours des politiciens qui répètent que l'immigration serait une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Alors que c'est démontré scientifiquement que ça ne fonctionne pas. Attendez, Pourquoi? il en faut quand même. On vient d'apprendre qu'il y a eu plus de décès que de naissances en 2023 ou 2024 au Québec. L'immigration vient combler le vide. Imaginez qu'on ferme carrément le robinet. L'économie rétrécirait drôlement à moyen terme. Oui, mais c'est sûr que moi, j'en appelle pas à complètement fermer le robinet, mais c'est-à-dire que c'est Oui. démontré scientifiquement que, par exemple, si vous manquez de 50 000 employés et que vous faites venir 50 000 personnes qui pourvoient exactement ces 50 000 emplois, ce qui Oui. va se passer, c'est que la consommation de ces 50 000 nouveaux travailleurs et leurs Mhm. besoins va créer exactement 50 000 nouveaux emplois. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont besoin de soins de santé, ils vont vouloir Mhm. se loger, ils ont des enfants qui vont aller à l'école. Donc, leur consommation va créer de nouveaux emplois et c'est carrément prouvé que c'est ce que montrait Guillaume Marois, Benoît Dubreuil, c'est que Oui. le nouveau travailleur crée exactement un emploi par sa consommation. Donc, on fait juste déplacer le problème et la preuve, nous l'avons chaque jour quand on nous dit, par exemple, qu'on manque toujours de main-d'œuvre dans les écoles, en santé, malgré toute l'immigration que le Québec a reçue. Mhm. Nous avons toujours des besoins en santé, en éducation. Pourquoi? Parce qu'on fait juste déplacer le problème d'année en année. Donc, c'est pas une Mhm. solution comme telle à long terme, ni même à court ou moyen terme. Maintenant, Philippe Lorange, bon, les Québécois regardent Pierre Poilievre. Bon, dans les sondages, il se porte mieux au Québec, mais il y aura toujours on se gardera toujours une petite gêne face à lui, j'ai l'impression. Oui, parce que le Parti conservateur, historiquement, c'était un parti d'orangistes, c'est-à-dire des anglophones qui, comme on le sait, avaient déjà mis le feu au Parlement canadien à Montréal. Donc, Oui. c'était un En parti qui... 49, non? 1849? Oui, je pense que c'est quelque chose comme ça. Oui, oui. Et donc, c'est un parti qui ne comprend pas très bien les francophones et qui, à ses origines, était carrément anti-francophone chez les orangistes. Donc, Oui. encore aujourd'hui, c'est le parti qui rejoint beaucoup, comme vous disiez, l'Ouest canadien, les prairies. Et c'est beaucoup, c'est vraiment dans l'idée qu'on défend l'Ouest canadien, puis une vision du Canada qui est plus vraiment anglophone, qui est vraiment dans l'idée Oui. du Canada anglais, enraciné dans la monarchie britannique. Stephen Harper avait Objection, rappelé... Eh oui. votre seigneurie, objection, comme on dit dans les cours.
Il y a quand même, Brian Mulroney a réussi à réunir les deux conservatismes canadiens qui sont celui de l'Alberta et celui du Québec. Je veux dire, le Québec n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un peuple tellement épris de progressisme. C'est en apparence, mais c'est quand même une société assez conservatrice dans le sens qu'elle veut conserver. Oui. Le dernier qui a réussi à faire le pont entre le conservatisme de l'Ouest et celui de l'Est, c'est Brian Mulroney. Vous ne pouvez pas juste imputer à l'Ouest où vous enregistre le conservatisme. Il y en a un ici aussi. Ah oui, bien sûr, oui, il y a un conservatisme, mais justement, le Parti conservateur du Canada, parfois, on peut se demander, est-ce que c'est réellement du conservatisme? Peut-être pas toujours, parfois c'est plus du libertarisme, un peu comme le PCQ d'Éric Duhem, c'est-à-dire c'est plus libertarien. Il y a quand même des... Leslie Lewis, par exemple, elle est conservatrice, je crois, elle est pro-vie ou un truc comme ça. Si j'ai compris, elle affiche des positions pas libertariennes du tout. Non, c'est sûr, tout à fait. Non, mais c'est sûr que le Québec n'est pas une société intrinsèquement progressiste comme essaient de nous le présenter certains politiciens, certains partis. Mais après, quand vous nommez Brian Mulroney, à mon sens, c'est plus une exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que, historiquement, les chefs du Parti conservateur ne sont pas nécessairement si ouverts que ça aux revendications du Québec. D'autant plus qu'à l'époque, si les gens votaient pour Brian Mulroney au Québec, je pense pas que c'était nécessairement par conservatisme plutôt que par un souci de rapatrier le Québec dans la Constitution, de trouver un nouveau deal, comme on peut dire, alors que le Québec venait tout juste de se faire rejeter de la nouvelle Constitution. Donc, à mon sens, les Québécois ont d'abord voté pour ces raisons-là. Après, ça ne veut pas dire que les Québécois sont intrinsèquement progressistes. Évidemment qu'il y a un conservatisme québécois, mais après, c'est-à-dire que je pense pas que ça se reflète nécessairement dans le Parti conservateur. D'accord, je comprends. Il nous reste 3 minutes, Philippe Lorange. La personnalité de Pierre Poilievre est clivante. Enfin, Trudeau, c'était les larmes, les sourires et les risettes, très souvent. C'était aussi un bagarreur. Pierre Poilievre, comme je disais, c'est une poule qui picosse. On a l'impression d'avoir une pintade, excusez-moi, l'image est maladroite, mais qui ne lâche pas le morceau et qui picosse et picosse et picosse. Et il le fait plutôt bien du reste. Hein? Je veux dire, c'est assez convaincant. Les Québécois aiment moins ça, je pense. Oui, ben c'est ça. Je pense que le trop-plein de confiance, on sait que chez certains peuples, ça peut marcher. On le voit par exemple aux États-Unis. Les Américains aiment un homme intimidant qui n'a pas peur de foncer, de négocier avec le bras dur, comme dans le cas de Donald Trump. Mais tous les peuples sont différents et ont besoin d'un chef différent. Et en l'occurrence, les Québécois n'aiment pas les politiciens qui dégagent trop de confiance. C'est pourquoi, par exemple, à l'époque des années 90, les Québécois préféraient, par exemple, Lucien Bouchard à Jacques Parizeau. Pourquoi? Parce que Lucien Bouchard, c'était un homme un peu plus complexé, très ambivalent, alors que Jacques Parizeau, c'était un homme qui était très confiant dans son indépendantisme, qui était né dans une famille aisée, donc qui n'était pas nécessairement très complexé, qui avait fait LSI. Donc, c'est un homme qui était très confiant en lui-même. Et les Québécois n'aiment pas nécessairement tant ça, parce qu'ils ne se reconnaissent pas nécessairement dans ce genre de chef. Et là, ce que je vois chez Poilievre, c'est que c'est un homme qui a un côté arrogant, fendant, comme on dit. Et donc, sur le coup, ça peut peut-être l'aider pour attaquer Trudeau, pour paraître comme l'homme qui n'a pas peur de dire les choses de manière politiquement incorrecte. Mais... déjà, en très peu de temps, je pense que les Québécois vont pas beaucoup aimer ça. Parce que les Québécois n'aiment pas tant ça, les gens qui sont trop arrogants. Surtout que Poilievre ne comprend pas très bien ce qu'est le Québec, même si je pense pas qu'il est anti-québécois, ce serait complètement idiot de dire ça. Mais vu qu'il y a une arrogance, même si c'est assagi au fil du temps, ça reste que les Québécois vont pas aimer ça. Puis nécessairement, il va y avoir des conflits entre le fédéral et le provincial. Et si Poilievre a toujours cette attitude arrogante, les Québécois vont vraiment pas aimer ça. Dernière question, Philippe Lorange. Il nous reste une minute et demie. Voilà, j'arrive à le dire. En bout de ligne, il se fiche éperdument du Québec. Il peut se permettre de se ficher. À part le maintien de Radio-Canada, on comprend très bien ce souci-là, et bravo Pierre Poilievre. Mais pour le reste, le Québec perd en poids démographique dans le Canada, donc en poids de représentativité également. Tôt ou tard, Québec sera une province dont on pourra se passer pour avoir un gouvernement majoritaire. Oui, mais c'est déjà le cas. Stephen Harper l'avait déjà prouvé en son temps, il y a une vingtaine d'années. Donc, il avait été élu alors que tout le Québec n'avait même pas voté pour lui. Donc, quand le Canada anglais fait bloc derrière un parti, il peut très bien devenir un gouvernement majoritaire sans
le Québec. Et Poilievre peut très bien faire la même chose, du moins c'est ce que les sondages nous montrent. Donc les Québec va plutôt voter à bonne proportion pour le Bloc québécois, alors que le Parti conservateur s'en va pour gagner à large majorité dans le Canada anglais. Donc ce que ça nous montre, ça, c'est que le Québec est en train de se minoriser à l'intérieur du Canada. Donc on perd en poids démographique et nécessairement, à moyen terme, on va perdre des sièges, ou du moins la proportion de sièges du Québec va diminuer dans le Parlement canadien. Donc, si le Québec devient de plus en plus petit à l'intérieur du Canada, bien nécessairement, il va être de moins en moins entendu et il va être de moins en moins important dans la vision identitaire du Canada. Absolument, Donc, tel sous-entend que le Québec reste dans le Canada, il ne fait que perdre en poids démographique. Et à mon sens, parfois on nous dit, c'est la preuve qu'il nous faudrait augmenter l'immigration pour garder un poids démographique. Sauf que si on fait constamment augmenter l'immigration sans s'assurer qu'il y a une bonne intégration, mais là, c'est le poids des Québécois comme tel dans le Québec qui va diminuer. Philippe Lorange, on va devoir se quitter maintenant. Merci beaucoup pour ces propos concernant Pierre Poilievre et sa vision du Québec. Merci à vous. La vision du Québec de Pierre Poilievre également. À bientôt, au revoir. Merci, à bientôt. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, j'ai donné ma vie et mon âme à notre nation, dit Joe Biden, et le masculinisme et l'homophobie dans les écoles. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.